Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission toujours et encore intergalactique de la Lune à la Terre, entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée. Et aujourd'hui, à une série devenue mythique où la prose, la poésie, la commedia dell'arte est conjuguée jusqu'à la lie de Cap et de Croc. Salut Alain. Bonjour. Ah, on va passer toute l'émission avec toi. On va célébrer ce 10e tome de Deux Cap et de Croc, aux éditions Delcourt. Mais sans plus attendre, vous le savez, j'aime conjuguer tous les univers de la bande dessinée. On va aller à la rencontre d'un monsieur que j'apprécie beaucoup, c'est Olivier Grenson pour sa dernière sortie. C'est parti. Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting. Au départ, c'était un carnet de voyage. Je voulais parler de la Corée à travers des dessins, des croquis, quelque chose de plutôt factuel. Et en rentrant petit à petit, justement, en cherchant des informations sur Internet, parce que dans les livres, il n'y avait pas énormément de choses, petit à petit, j'ai commencé à construire mon histoire, à développer des personnages. Et c'est les informations que j'ai pu collecter qui ont nourri l'histoire. Mais c'est clair que je ne voulais pas parler uniquement de la Corée, uniquement de la guerre, et je voulais que le personnage principal soit un personnage comme Monsieur Tout-le-Monde, un jeune d'une trentaine d'années, et qui, comme moi, allait aller sur les traces d'un pays inconnu, en tout cas lui sur les traces de son grand-père, et qui allait d'une certaine manière emmener le lecteur. Pour moi, l'histoire commençait avec cette rencontre. Et j'ai écrit toute la deuxième partie avant d'écrire la première partie. Et pour moi, vraiment le centre de l'histoire, c'était sur la DMZ, dans ce baraquement bleu assez typique. C'était là que les choses se passaient. Cette frontière étrange de 124 km de long sur 4 km de No Man's Land et ces soldats en faction comme ça face à face, il y a quelque chose de vraiment très graphique, vraiment idéal pour un récit dessiné et je me suis retrouvé face à ce pays, face à la Corée du Nord et je me suis dit quelle merveilleuse cachette pour un soldat américain, pour un transfuge. Et donc l'histoire est partie de là. Et en fait, pour dévoiler l'existence d'un transfuge, il fallait une rencontre. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. C'est aussi une rencontre qui est une collision, un télescopage, une non-communication en même temps, puisque Billy Summer, le personnage principal de l'histoire, va pas pouvoir communiquer comme il l'espérait avec son grand-père. En tout cas, à certains moments, on le croit. J'essaye d'emmener le lecteur dans des questionnements tour à tour, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment l'un et l'autre vont craquer. Une des thématiques de cette histoire, c'était comment se recréer quand on a vécu un traumatisme aussi douloureux que celui d'une guerre. Une guerre où on doit tuer, où on voit ses amis se faire tuer. Et donc comment on se reconstruit, comment on va revivre après avoir vécu ce traumatisme-là. Et dans mon histoire, bien sûr, c'est mourir pour mieux renaître qui va être une des solutions. Et la solution extrême, où la solution la plus forte, c'est l'amour. Et c'est pour ça que l'amour est au centre de mon histoire. De retour en plateau, comme je vous l'ai dit, on va célébrer aujourd'hui, j'arrive, c'est l'émotion, le 10e tome en tout cas de Deux Cap et de Croc. Alain, tu te souviens de l'origine de cette série ? L'origine, c'est une histoire qui a commencé aux Beaux-Arts d'Angoulême, où j'ai rencontré Jean-Luc Masbou, le dessinateur. On était tous les deux de fervents rôlistes. On jouait beaucoup au jeu de rôle avec d'autres élèves de l'école
qui ont depuis fait leur chemin dans la bande dessinée. On peut parler de Mazan, Turf, Ouais. Loyer, Tibur Sauger, Ah ouais, c'était une belle génération. Bruno Majorana aussi. Enfin, il y en a. Et vous vous retrouviez tous ensemble pour Ouais, jouer au jeu de rôle? Faut imaginer les fiches de personnages que ça pouvait donner. Le bonheur de beaucoup de collectionneurs. Oui, tu m'étonnes, ouais. Et donc, il y avait une ambiance très, très créative autour des jeux de rôle. Et puis, on avait moi j'avais créé un jeu de rôle qui s'appelait Conte et Racontard, qui mettait en scène des héros de légende et des personnages de à la fois dans un univers à la fois KPDP, aventure, légende, conte de fées. Et un joyeux mélange. Et dans cet univers-là, on pouvait aussi jouer entre autres des animaux. Et c'est là que Jean-Luc jouait un loup, bretteur, redresseur de tort. Et on avait notre ami qui jouait le rôle du renard. Et ces personnages, avec Jean-Luc, on a décidé de travailler ensemble, de faire une bande dessinée ensemble. On s'est dit, tiens, pourquoi pas reprendre les personnages du jeu, reprendre un petit peu des idées de ce jeu, qui était vraiment très foisonnant, avec un imaginaire très foisonnant et des situations à la fois aventureuses et cocasses. Et donc, on a adapté ces personnages pour en faire des personnages de papier. Alors, 10 tomes plus tard, hein, on va en parler du 10e tome, justement, de la Lune à la Terre, hein, je le disais dans mon titre d'émission. Est-ce que tu te rends compte, finalement, comment est venue peut-être pas cette addiction, mais ce plaisir, justement, à retranscrire tout ce qui est KPEP, Commedia dell'arte? Est-ce que c'est des lectures d'enfance? Est-ce que, je ne sais pas, tu regardais Fanfan la Tulipe ou la version avec Depardieu de Cyrano de Bergerac? Je ne sais pas d'où ça vient. Jean-Luc et moi, on a été bercés par les films de KPDP, que ce soit les films de KPDP hollywoodiens et les grands classiques Avec de l'âge Errol d'Hollywood, Flynn, tout ça, ouais. Tout à fait, c'est les Lancaster et autres. Et on est les films de pirates aussi, évidemment. Et aussi par les films français de KPDP, ceux des années 60, avec Jean Marais, et puis... Avec les beaux collants. Et voilà, les beaux collants, et les tirades et les scélérats lancés à la face des méchants. Et notamment à la face du méchant de service qu'on retrouvait dans tous les films, qui s'appelait Guy Delorme, et qui a inspiré le personnage du capitaine Mendoza, dont le physique a inspiré celui du capitaine Mendoza, et qu'on avait eu la chance de rencontrer avec Jean-Luc Masgou, qui était quelqu'un d'extraordinaire, et qui avait la gentillesse de nous faire la préface du tome 7. Enfin bref, on adorait ces films de KPDP. Il y a cette nostalgie, cette part d'enfance et de nostalgie d'un certain cinéma d'action plein de panache et de fougue. Et il y avait aussi tout le versant littéraire. Dumas, Stevenson, il y a la version cinématographique évidemment, mais aussi le versant littéraire. Et puis le XVIIe siècle, les mousquetaires, c'est aussi l'époque de Molière. C'est aussi le cadre des aventures de Cyrano de Bergerac, de Rostand. Et l'envie tout de suite de faire parler ces personnages comme dans des tirades de théâtre avec des alexandrins et des réparties cinglantes, et c'est venu assez vite. Et puis petit à petit, c'est devenu la marque de fabrique de Cap et de Croc. Mais dès le départ, tu savais, avec ton compère Masbou, vous alliez jeter justement dans la marmite des ingrédients quand même compliqués en bande dessinée, utiliser donc des animaux pour les personnages, ne pas rester dans une époque justement définie, mais rajouter un côté SF totalement délirant, écrire des dialogues justement qui n'existent nulle part ailleurs en bande dessinée, très ciselés, etc. Vous êtes mis quand même la pression dès le départ. Hein. Au départ, c'était très ludique. Les idées de scénario, au départ, ça a été des discussions avec Jean-Luc, des discussions enflammées qui tournaient au fou rire assez régulièrement, et puis avec des idées de gags, des idées de péripéties, des idées de course-poursuite, et de passages obligés. On avait envie d'avoir des abordages, des duels, des monstres marins, des choses comme ça, dans la grande tradition donc, de ces films de KPDP. Et on a très vite eu l'ambition de faire quelque chose de flamboyant, ou plutôt, non, c'est même pas une ambition, ça s'est fait naturellement. C'est que petit à petit, les décors de plus en plus somptueux, les scènes d'action de plus en plus foisonnantes et les scènes de comiques visuels construites comme des chorégraphies, ou les tirades en poulet, la poésie, tout ça c'est venu quasiment naturellement. Il y avait une logique là-dedans qui sous-tendait tout ce récit. Et puis du Cyrano de Bergerac, de Rostand, avec les gens qui s'escriment en se lançant des verres au visage. On est passé très vite au Cyrano historique, c'est le vrai Cyrano, l'écrivain, celui qui avait écrit l'autre monde, où
les États et empires de la Lune et du Soleil. Donc un des premiers romans de science-fiction datant du XVIIe siècle où il raconte son voyage dans la Lune, puis vers le Soleil, où il rencontre une civilisation étrange et dont il use pour critiquer les mœurs de son temps, comme la plupart des récits de voyage de l'époque. Exactement, ouais. Bon, écoute, on va se quitter une nouvelle fois quelques instants. On va enfin découvrir ce 10e tome. Et oui, déjà un 10e tome. On va complètement changer d'univers. Maintenant, on va rencontrer un auteur, Romain Hugo, qui est un grand spécialiste de l'aviation. Il connaît tous les avions de toutes les guerres par cœur. Son dernier ouvrage, Edelweiss. C'est parti. Romain Hugo est passé depuis longtemps maître dans le dessin d'aviation. Pour sa nouvelle série aux éditions Paquet, il retrouve le scénariste Yann, avec lequel il avait collaboré sur la saga Le Grand-Duc. Cette fois, ils ancrent leur récit en pleine Première Guerre mondiale, pour une histoire très documentée, une période de l'aviation peu visitée par le 9e art. Romain Hugo s'en donne à cœur joie dans l'illustration. C'est une période justement qui est un peu déroutante parce qu'elle est assez peu connue. L'histoire de l'aviation de cette période-là, c'est vrai qu'avec les poilus, on a beaucoup fait, Tardy a beaucoup fait la tranchée, la baïonnette. Je découvre, moi, tous les jours, des choses passionnantes. Dans les vieux avions, il y a un charme, un côté vraiment magnifique d'objets faits à la main qui est beaucoup plus, auquel je suis beaucoup plus sensible. Quand on voit un Newport ou un Spad de la Première Guerre mondiale, ce sont des avions qui sont faits en matière vivante. C'est du bois, c'est de la toile de lin, c'est du cuir. C'est vraiment au niveau du dessin pur, c'est beaucoup plus intéressant à dessiner. En plus, ils ont des couleurs de cirque. Parfois, c'était vraiment hallucinant. Le pilote à l'Edelweiss, ça part de là. C'est que mon scénariste Yann est tombé sur la photo d'un avion de guerre, un Albatros, avec une énorme Edelweiss très féminine peinte sur l'avion. Et le but à l'époque, c'était pas de se camoufler, c'était au contraire d'être vu. Le plus fameux, c'est le Baron Rouge, qui avait peint son avion en rouge en disant je suis dans le ciel, poussez-vous, j'arrive. À travers l'histoire des frères Castillac, deux jumeaux très liés mais rivaux en amour, Yann s'est inspiré du destin des frères Navarre, pilotes de l'aviation française du début du siècle. Tandis qu'Alphonse, chassé de son ancien escadron, monte au front aux commandes de son tank, son frère Henri, lui, épate par son courage au combat et ses prouesses aériennes. Jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec ce mystérieux pilote d'Albatros, arborant un Edelweiss. Tout est parti vraiment d'une envie de faire, comme dans Le Grand-Duc, mon ancienne série, une histoire fictive. Ce sont des personnages fictifs, on a monté une histoire de toutes pièces, mais dans un environnement le plus réaliste possible. C'est-à-dire que ce sont les vrais avions, les vraies batailles, on essaie d'être le plus précis au niveau des détails des uniformes, etc., de l'environnement. Mais on a quand même les mains libres de développer une histoire qui peut toucher le grand public et qui n'est pas faite pour les fans d'aviation. Les fans d'aviation trouveront, ils pourront compter les boulons, compter les rivets, et tout est là, j'ai essayé de faire au mieux. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien en aviation peut très bien, c'est avant tout une histoire d'amour, une histoire entre deux frères jumeaux. Voilà, pour moi c'est le bon angle d'attaque pour raconter des histoires. Une reconstitution historiquement très réaliste, doublée d'une virtuosité graphique indubitable, la suite de cette saga prévue en 3 tomes est attendue en novembre prochain. De retour sur le plateau d'Un monde de bulles, vous le voyez, on n'arrête pas de changer d'univers, mais on revient à l'ADN de cette émission spéciale de Cap et de Croc avec Monsieur Alain Hérol. Alain, le 10e tome. Une nouvelle fois, on va découvrir tous les personnages qui ont fait le succès de cette série. Justement sur les personnages, comment on crée de tels personnages? Est-ce qu'on puise une nouvelle fois dans tout ce qu'on a pu connaître, les films, la littérature et tout? En même temps, je le disais, ce sont des animaux. Comment on décide à un moment de dire tel animal représentera bien le caractère de ce personnage qu'on veut créer? Au départ, c'était quelque chose d'assez inattendu de placer des animaux doués de parole parmi les humains. Et au départ, il y avait une logique de cartoon, surtout. Mais très vite, la corrélation avec La Fontaine s'est faite. Bien sûr, c'est au XVIIe siècle, des animaux qui parlent au XVIIe siècle, on est en plein La Fontaine. Et puis très vite aussi, les connexions avec les romans de renard. On avait un loup et un renard, au départ, on n'avait même pas pensé au roman de renard. Et très vite, bah oui, bien sûr. Donc,
je les ai renommés moi pour qu'ils se référencent à leurs ancêtres, leurs glorieux ancêtres. Et il y avait une évidence dans tout ça. C'est toujours de Cap et de Croc, il y a toujours eu ça a toujours coulé de source en fait. Toute cette logique absurde qui sous-tend la série, à savoir des animaux qui parlent. Et pourquoi certains animaux parlent, pourquoi d'autres ne parlent pas. Le loup et le renard parlent. Il y a un lapin qui parle, une cigogne, un cochon, quelques animaux. Puis la plupart des autres animaux se contentent d'aboyer ou de hennir, mais ne parlent absolument pas. Il y a un poulet par exemple qui passe toute l'histoire à ne pas parler, alors que le capitaine pirate est persuadé que c'est un perroquet. C'est quand même un comble. Et les perroquets d'ailleurs ne parlent pas dans cette histoire quasiment. Mais donc il y a cette logique absurde et puis cette possibilité avec ces animaux parlants au milieu des humains de déclencher des gags et des quiproquos, parce que même s'ils sont totalement humanisés, puisqu'ils portent l'épée au côté, en plus ils sont nobles, ce sont des gentilshommes, ou des gentils canidés en l'occurrence pour les héros, il leur arrive parfois d'avoir des rechutes et de se gratter l'oreille avec la patte arrière. Un peu plus sauvage. Voilà. Ou de vouloir se ronger la patte quand ils sont pris au piège. Et ils retombent à l'état animal. Parfois, oui. Pour nos téléspectateurs, je leur conseille qui ne connaissent pas la série, les 10 tomes, c'est nécessaire. Justement, l'intrigue de l'histoire, voilà, le premier tome, ça a débuté par quoi? Le pitch est fort simple et très original. C'est l'histoire dont on a ces deux gentilshommes qui sont des redresseurs de tort, on va dire, désargentés, et qui sont sur les quais de Venise, qui errent un petit peu l'âme en peine et le ventre vide. Et ils rencontrent un riche armateur qui est au désespoir car son fils a été enlevé par les Turcs à bord d'une galère. Cette histoire peut évoquer certains souvenirs scolaires. Bon, on a un peu copié, on a un peu pompé le début de l'histoire, mais après ça ne ressemble pas du tout à Molière. Et en fait, donc sur cet argument piqué au fourberie de Scapin, on a brodé une histoire de chasse au trésor, dans la grande tradition des récits de Flibuste. Mais cette chasse au trésor va bien vite tourner vers quelque chose qui a l'aspect d'un récit fantastique, mais qui n'en est pas un, puisque De Cap et de Croc s'inscrit dans une logique cartésienne. Nous avons d'abord d'ailleurs un personnage de scientifique de l'époque qui vient étayer tout ça avec des théories très construites. Et on a toute une aventure qui va partir sur mer, sur terre, sur des îles peuplées de féroces cannibales, et puis dans l'espace, puis sur la Lune, à la découverte de cités qui se meuvent et d'or qui poussent sur les arbres. Je vois que ta créativité est sans limite quand même. De Cap et de Croc, ça fait 10 tomes, ça paraît être une saga très longue, mais en fait, sur ces 10 tomes, on a vraiment beaucoup écrémé pour que ça rentre seulement en 10 tomes en fait. Au départ c'est prévu en 3, ça rentre en 10, mais péniblement dans 10 parce il y a plein de scènes qu'on a sabrées, il y avait tellement cette période et le XVIIe siècle, et même si là on a un XVIIe siècle très fantaisiste, et ce décorum de Cap et d'épée avec tous les codes du genre, c'est tellement riche, c'est tellement foisonnant qu'il y avait matière à raconter bien plus. Quelle relation tu peux avoir aujourd'hui, au bout de 10 tomes, avec tes personnages? Est-ce qu'il y en a un que tu apprécies plus à faire vivre sur le papier ou pas? Est-ce que tu as une préférence, une affection particulière? J'ai de l'affection pour tous. C'est qu'avec Jean-Luc, c'est à peu près pareil. On a de l'affection pour tous les personnages. Et au moment où moi je mets en scène, où j'écris les dialogues pour un des personnages, à ce moment-là, c'est ma Madame Bovary. Captain Boone, c'est moi. Mendoza, c'est moi. Et voilà, je suis à fond avec ce personnage. Il y a de l'affection pour tous ces personnages. Et je sais que c'est pareil pour Jean-Luc, et qu'il les dessine avec cœur. Et c'est vrai que quelque part, ça se ressent, je pense, parce que c'est... il y a des personnages qui n'auraient pas dû avoir autant de pages à leur service, mais on n'a pas pu s'empêcher de leur en donner. Chacun a sa leur petite voix qui disait genre voilà, plus de tirades, un peu comme dans une troupe de théâtre où certains comédiens se retrouvent mal servis et n'ont qu'un petit rôle de hallebardier et vont réclamer eux aussi une tirade. Donc allez, on leur écrivait une petite tirade de plus, une petite scène de plus. 10 tomes, tu me dis c'est la fin de la saga, j'ai du mal à entendre. C'est fini de Cap et de Croc? Hélas, oui, c'est fini. L'histoire est bien finie, puisque on dit adieu à la fin de ce tome 10 à Armand Reynal de Maupertuis et Don Lope et de Villalobos y Sangrin, les deux personnages principaux, les deux héros, le loup et le renard. Et c'est un adieu qui a été très émouvant pour nous, les auteurs, parce que c'est des compagnons de route de nombreuses années. C'est des personnages auxquels on s'est beaucoup attaché, qui ont pris au fur et à mesure des tomes beaucoup d'épaisseur. Il y a eu une petite larme versée sur les dernières pages.
Alors, pour ne pas être totalement, pour pas que la fin soit trop brutale, pour nous, et peut-être pour les lecteurs, on a écrit une suite, mais qui sera pas, c'est ni un spin-off, ni un séquel à rallonge. C'est une histoire en 2 tomes, c'est bouclé, c'est sûr, ça fera 2 tomes, c'est écrit, donc pas de surprise de ce côté-là. D'une histoire qui vient d'un jeu avec les lecteurs. Parce qu'au départ de Cap et de Croc, on avait ces 2 personnages principaux, et puis bien vite, il rencontre un 3e compagnon qu'il rencontre sur les bancs d'une galère. Et ce compagnon de galère, c'est un lapin. Donc déjà, première rencontre assez étonnante, puisqu'on est au milieu d'énormes galériens tatoués, on a ce pauvre petit lapin qui essaie de ramer tant bien que mal. Et ce lapin se nomme Zeb, et il devient vite une sorte de plancher pour les d'Artagnan que sont les héros, et une sorte de valet de comédie ou de faire-valoir. Mais ce faire-valoir prend de plus en plus d'importance, et de moins en moins faire-valoir, et tire la couverture à lui. On l'a vu assez rapidement dans les échanges avec les lecteurs, notamment lors des séances de dédicaces, que c'était le personnage qui était le plus demandé. À un moment, il était vraiment plébiscité. Arrivé à la fin du tome 2, on s'est dit, c'est pas possible, il faut s'en débarrasser. Il est en train de bouffer la vedette, de piquer la vedette au héros. Et donc, on a pris la décision courageuse, mais vaine, de le mettre au placard pendant un tome entier. Il a passé un tome entier dans le ventre d'un monstre marin, mais ça n'a servi à rien. Au contraire, il en est ressorti que plus fort et plus adulé. Voilà, comme Pinocchio. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, les gens l'ont encore plus demandé et ont commencé à poser des questions à son sujet. Pourquoi était-il aux galères? Et donc, c'est vrai qu'au départ, on était parti juste de l'idée absurde et amusante de voir ce lapin dans les galères, mais on s'était pas posé la question. Et donc, il y a eu un jeu avec les lecteurs de dire, tiens, oui, pourquoi il était aux galères? Donc, j'ai imaginé une histoire, j'ai imaginé un passé, un sombre passé à la hauteur de ce sulfureux personnage qui est ce petit lapin blanc, qui fut, on le sait maintenant, garde du cardinal, entre autres. Et ce lapin, donc... on lui imagine une histoire, et il a distillé au fil des tomes des informations sur son passé, des informations parfois contradictoires, mais toujours incomplètes, puisque à chaque fois qu'il voulait expliquer pourquoi, le fameux l'histoire, pourquoi il a été condamné aux galères, pour quel crime affreux il a été condamné aux galères, soit un personnage ne voulait pas l'écouter, soit un coup de théâtre relançait l'action et l'empêchait de finir sa phrase. Donc et ça jusqu'au bout du tome 10, et c'est ça qui est terrible. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait absolument raconter, et ça méritait bien un album, mais ça, pour le coup, il nous en fallait 2, tellement c'est riche de péripéties. Bon alors, on se quitte une dernière fois, puis on va clôturer cette émission consacrée à De Cap et de Croc. Vous le savez, j'aime beaucoup ce que fait nos amis de chez Atticus, et ils ont depuis plusieurs années ce qu'on appelle des sketchbooks. Alors c'est très américain à la base, c'est-à-dire des dessinateurs venant de plein d'horizons différents font des petits gribouillis ou des très belles peintures, en tout cas dans des petits sketchbooks, très beaux recueils. Et cette fois, on a rencontré 2 auteurs au féminin de sketchbooks chez Atticus. C'est parti. Les femmes sont à l'honneur du côté des sketchbooks de Comics Bureau. On avait découvert Ingrid Liman sur la série Hollywood Boulevard, une plongée dans la Californie des années 30. Comics Bureau nous offre là une belle occasion de redécouvrir son œuvre à travers ses esquisses et ses crayonnés. J'aime beaucoup en fait travailler sur les émotions dans le dessin. Et je trouve que la femme permet, par la sensualité, de ressortir tout ça, la féminité, la douceur et le côté mystérieux aussi. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de croquis, d'illustrations personnelles, soit crayon, ou je travaille numériquement beaucoup pour la couleur. Et quelques dessins, je retouche un petit peu doucement à l'aquarelle et tout ça, mais c'est beaucoup couleur ordinateur. Ouais. À travers 50 pages de making-of, les influences de l'artiste se révèlent. Très art nouveau, lorgnant autant du côté de Klimt que de Mucha. Esthétiquement, j'aime bien mélanger du coup tout ce qui est art nouveau qui me marque beaucoup. Il y a aussi tout le côté oriental, tout ce qui est ambiance un peu milieu et nuit, tout ça, ça me fascine. Le côté aussi civilisation maya et tout. Et c'est vrai qu'en fait, mon style, c'est un résultat de tout ça. Plus beaucoup de recherches au niveau des vieilles photos de danseuses, d'actrices muettes et tout ça qui travaillaient vachement sur la gestuelle. Et pareil, c'était rendre l'émotion encore plus fort puisqu'il n'y avait pas la parole. Les yeux jouent beaucoup. C'est la partie sur laquelle j'aime beaucoup m'attarder pour traduire, mais la gestuelle aussi. C'est vrai que très souvent, ça va être un peu
comme une danse un peu en fait. Valp ou Valentine Pache, c'est autre chose. Des dessins tout en courbe, des inspirations très diverses, parfois médiévales fantastiques, parfois davantage fin de siècle, aux accents quelque peu victoriens. Il y a énormément de médias différents qui m'inspirent. Aussi bien des dessinateurs que par exemple des réalisateurs pour l'ambiance ou de la littérature. Mais il y a plein de trucs, quoi. Aussi bien en passant par Jeff Smith que par Tim Burton, que par Jules Verne. Et je pourrais en citer plein d'autres. Hein. Ça, c'est vraiment les premiers qui me viennent à l'esprit parce qu'ils sont les plus marquants, quoi, pour moi. On plonge avec plaisir dans les coulisses de l'univers de cet autodidacte. On redécouvre les travaux préparatoires, la recherche des personnages de ces séries, Locke et Ashrel, son don pour la couleur également, comme pour les textures. C'est plutôt aquarelle, crayon et Photoshop. C'est vraiment les trois techniques que j'utilise le plus. Moi, j'aime bien le mélange en fait, parce que ça donne le fait de mettre un peu d'aquarelle avec Photoshop, ça donne un peu de cachet au dessin. Mais j'ai toujours le plaisir, c'est indéniable, hein, d'avoir ta petite cuisine, voilà, à l'aquarelle, encore avec des vraies couleurs. Allez, on va finir cette émission consacrée à Deux Capes et Deux Crocs. Et puis, l'avenir, Alain. Une page se tourne. Quelles sont tes envies aujourd'hui? Parce que tu as quand même travaillé sur des univers très marqués. Est-ce que tu veux faire un truc complètement différent? Je sais pas, un polar très noir ou un truc différent, je sais pas. Polar très noir, pourquoi pas. Un jour, non, j'ai divers projets dans mes cartons, certains n'ont rien à voir. Là, je travaille actuellement sur le 3e tome de D, la série vampirique, gothique, romantique et terrifique dessinée par Bruno Majorana. Donc on n'était quand même pas dans le même genre d'univers. Il y a quelques animaux, il y a quelques chauves-souris, mais ils ne parlent pas, ils sont pas rigolos. Et il y a aussi donc évidemment le diptyque consacré à Euseb avec Jean-Luc Masbou. Et il y a aussi une bande dessinée que je vais réaliser seul en tant que dessinateur, en plus de scénariste, qui s'appelle L'âge des chiens. Donc là aussi, il y a un animal dans le titre, mais dans le titre principalement, puisque c'est une histoire d'heroic fantasy, dans une veine plutôt dark fantasy, on va dire, mais décalée, très décalée. Donc tu y vas tout seul? Oui. Un peu de stress? Ah oui. Bah oui, j'ai collaboré avec des très bons dessinateurs, que ce soit Bruno Majorana, Jean-Luc Masbou, Luigi Criton. Après, il faut passer derrière aussi. Un petit peu de pression. Je vais garder la même exigence dans ma collaboration. Mais... D'accord. Et ça devrait sortir 2013? Ça, ouais, de 13 ou 14. D'accord. Bon. On va voir parce que suivant aussi le temps que vont me laisser les autres projets. J'ai d'autres projets encore dont je reviendrai pour parler plus tard. Bon, tu as bien raison. Alain, merci beaucoup. En tout cas, on te retrouve dans Deux Capes et Deux Crocs avec ton compère Masbou. Voilà, 10e et dernier tome. Puis on aura le droit aux 2 tomes spécifiques au personnage de Zeb. Donc ça, c'est super pour la suite. Merci de nous avoir suivis. Messieurs, dames, toutes les infos d'un monde de bulles, vous le savez, c'est sur mon profil Facebook et celui de l'émission. Et tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, 3 points sur Jean-Yves. Ciao.